Bonsoir à tous. Les marchés toujours suspendus aux déclarations de Donald Trump. Le rouge domine, les prix du pétrole affichent des records et la situation s'érode au fil de la crise. Alors une question ce soir, va-t-on vers un salami crack, autrement dit une chute des marchés, mais tranche par tranche et pas d'un seul coup? On va en parler avec nos experts. Tara Bendo, bonsoir Tara. Bonsoir. Kevin Tozet pour Carmignac. Bonsoir. Bonsoir Kevin. Et Mabrouk Chetouane. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Pour Natixis Investment. Mais tout d'abord, analyse sur les marchés cette semaine. Les marchés qui ont voulu y croire, Trump temporise et annonce une fin de crise pour 2 à 3 semaines maintenant. Mais en Europe, cela reste très sensible. Toujours le point avec Frédéric Stenkuller de Waterloo Asset Management. Lundi, la hausse d'environ 9% de l'action Norsk Hydro a marqué les esprits et elle s'explique en grande partie par l'escalade récente des tensions au Moyen-Orient et plus précisément par l'impact direct de la guerre impliquant l'Iran sur le marché mondial de l'aluminium. Dans ce contexte, les producteurs d'aluminium hors Moyen-Orient, bien entendu, comme notamment Norsk Hydro, ont bénéficié mécaniquement de la situation. Les investisseurs ont anticipé que la hausse des prix de l'aluminium allait se traduire directement par une amélioration des marges et des anticipations de bénéfices de ces sociétés. Ce phénomène s'inscrit également dans un mouvement sectoriel plus large où l'ensemble des valeurs liées à l'aluminium ont fortement progressé, soutenu par un choc d'offres perçu comme potentiellement durable. Ce mardi 31, Unilever et McCormick ont annoncé une opération stratégique majeure consistant à fusionner l'activité alimentaire d'Unilever avec McCormick dans le cadre d'une transaction valorisée à près de 45 milliards de dollars. Unilever est un groupe anglo-néerlandais parmi les leaders mondiaux des biens de consommation avec plus de 400 marques différentes. Le groupe est actif notamment dans l'alimentaire, la beauté et les produits d'entretien avec des marques fortes comme Knorr, Dove ou Axe. McCormick, de son côté, est un groupe américain, leader mondial des épices, des condiments et des arômes, bénéficiant d'un fort pouvoir de marque et d'une présence à la fois en grande distribution et dans l'industrie alimentaire. L'annonce de cette fusion a d'abord fuité ce lundi avant d'être confirmée officiellement mardi. La structure retenue pour cette fusion est un Reverse Morris Trust, une stratégie permettant à Unilever de céder cette activité alimentaire tout en bénéficiant d'un traitement fiscal avantageux. La future entité combinée représentera environ 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires et les deux groupes anticipent à peu près 600 millions de dollars de synergie annuelle à horizon de 3 ans. Pour Unilever, cette transaction marque un repositionnement profond. Le groupe deviendra un acteur recentré sur les produits de beauté, d'hygiène et d'entretien avec environ 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mercredi a vu une forte hausse des valeurs de la défense européenne. Si la baisse du prix du pétrole a pu jouer un rôle marginal en améliorant les perspectives de coûts pour certaines de ces entreprises industrielles, elle ne suffit pas à justifier des progressions aussi marquées de l'ordre de 5 à 8% sur les grandes valeurs du secteur. Non, le véritable moteur du mouvement provient d'une information de marché évoquant un possible désengagement des États-Unis de l'OTAN. Même s'il s'agit à ce stade d'une rumeur, ce type de scénario a des implications immédiates importantes. Les investisseurs anticipent qu'un retrait ou un affaiblissement du rôle américain en Europe pourrait conduire les pays européens à augmenter significativement leurs dépenses militaires et à privilégier évidemment davantage leurs propres industries. Il convient néanmoins de rester prudent. Cette réaction du marché repose en partie sur des éléments non confirmés, ce qui pourrait entraîner un mouvement rapide dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs en cas de confirmation ou d'infirmation de la rumeur. Aux États-Unis aussi, les prix du pétrole pèsent évidemment de plus en plus sur l'économie. Une semaine difficile. À Wall Street, on va retrouver Peter Tuchman très en forme. Look, we had a spectacular bounce back on on Tuesday, right? I think everyone thought it was all about Iran, but I don't think it was. I think the three major things, the last day of the month, think about it. In a month where you had 6 weeks of completely down markets, we've eroded 7% of the market over the last 6 weeks. So there are three things. First of all, the market was way oversold technically, right? You had the RSI, Relative Strength Index, below 20, which never happens in the S&P 500. So oversold technically was one reason when Tuesday happened. Secondly, you had a massive rebalancing, not an S&P index rebalancing, but a 401k rebalancing. Basically, all of everybody's allocations into the markets for the quarter needed to be rebalanced. And apparently there was a $50 billion short
positioned by so many of the large funds, hedge funds, institutions, and whatnot that they needed to buy almost $85 billion worth of stock to hedge themselves to end the quarter. So there was a rebalancing as well. And then secondly, there was what we call window dressing. You know, basically at the end of a quarter, you're going to have two potential happenings. One is either going to be profit taking or one is window dressing. Window dressing is that, you know, that hedge fund managers, institutions are graded by the P&L numbers at the end of the quarter. End of the month, end of the quarter. And so they will do everything in their power to get it as high. And in a month that has been down 7%, they're going to try and get it as high as possible. So they're going to throw lots of money and cash into the market in the last. So all of those three components, catalyzed by that statement by the Iran president, which has already been negated, that they are hoping for some kind of a ceasefire or an end to the conflict, I think is what stirred the massive rally. I mean, up to almost 2,000 points, 176 handles on the S&P 500 is quite significant. Yesterday's follow-through was a nice, solid follow-through. So it sort of showed that we are ready to buy the market again, except, you know, I mean, I wish the president would stay off the TV because nothing good happens when he's talking, right? He talked himself in and out of a situation that made oil go right back up 100, up 10 points. Everyone needs to know that for every point, for every $10 move in oil, it's equivalent to 1% of GDP. So if you think about it, we were up 3.5 GDP percent before the war started. We are now up $40 in oil. That's equivalent to basically the economy is at no growth or low growth, zero. And so that plus the inflationary implications of oil at $110 is completely shaking the economy and everyone's perception of what's going on. So the longer the situation lasts, right? I mean, I know the United States claims we don't need the Gulf of Hormuz, but of course we do. And we need our friends, we need our allies. But, you know, Mr. Trump thinks he's a lone wolf and that just because he stole all the oil from Venezuela, that he doesn't need the rest of the oil and that it's cheaper. The oil price is a global, is set by the global markets, not by Mr. Trump. Anyway, so today, however, it's a good sign because we opened down 100 handles and we just went positive for the day, right? So that's a huge move, right? So I think that's showing that there is beginning to be a little more confidence in the markets overall. I got the box last night. I have not opened it and I can't wait to try it. Belgian chocolate is the best. Le chocolat belge, c'est le meilleur, bien sûr. Merci à Peter depuis New York. Le pétrole qui flambe en attendant l'euro qui enregistre sa plus forte chute en 2 ans. Les matières premières aussi et les taux. On va analyser tout cela avec Rita Elkrassi pour Nagelmakers. Sur le marché des matières premières, on voit que le Brent de la mer du Nord, donc qui est référence du pétrole pour les Européens, a été porté à un prix de $105 le baril. Donc on voit très bien que ce n'est pas la seule matière énergétique qui a été portée par le conflit. Idem pour le gaz européen qui a suivi la même tendance haussière ce matin, signe que les marchés énergétiques sont assez nerveux en ce moment. Côté métaux précieux, donc l'or affiche une baisse de 3% aujourd'hui. Donc il se négocie aux alentours de $4 600 l'once après avoir atteint un niveau de $4 800 l'once hier dans la journée. Et donc en effet, les métaux précieux devraient connaître une demande assez contractée si jamais les banques centrales mondiales décident de revenir sur leur cycle d'assouplissement. Les marchés obligataires donc, connaissent autant de volatilité. Donc on voit très bien que donc après la légère baisse d'hier, les taux ont remonté ce matin et donc le rendement américain à 10 ans affiche désormais 4,37%, tandis que donc, le bond allemand à 10 ans affiche un rendement qui est légèrement au-dessus de 3% et l'obligation belge à 10 ans affiche un rendement qui est légèrement au-dessus de 3,5%. Ces ventes massives sont suscitées par des craintes inflationnistes et donc on voit que les investisseurs sont aussi tiraillés entre 2 scénarios, donc un scénario d'inflation persistante et un scénario de ralentissement économique. Au niveau américain, donc, on voit très bien dans les discours de Jérôme Powell cette semaine que la Banque centrale américaine se retrouve devant un arbitrage assez délicat, celui de la stabilisation de l'inflation et celui de la stabilisation de l'emploi et de l'activité économique. Côté devise, donc le dollar affiche un rebond ce matin, donc après son net recul sur la journée d'hier. Et donc on voit très bien que les devises autres que le dollar, notamment l'euro ou le yen, des économies qui sont importatrices de l'énergie,
réagissent défavorablement au mouvement du pétrole. Les principales données macroéconomiques à suivre la semaine prochaine sont principalement l'inscription hebdomadaire aux allocations de chômage le mardi 7 avril. Le jeudi 9 avril, nous avons aussi les chiffres de croissance économique aux États-Unis et aussi donc l'indicateur des prix de consommation des ménages. Le vendredi 10 avril, nous assisterons aussi à la publication des chiffres de l'indice Michigan de la confiance des consommateurs qui a pour objectif de mesurer donc, la confiance des consommateurs en l'économie et dans le contexte actuel. Voilà, il est temps de faire réagir nos invités à cette actualité chaude. Kevin Tauzet pour Carmignac. On sent que le marché reste finalement assez suspendu aux bonnes, aux mauvaises nouvelles. Voilà, une bonne nouvelle et ça redémarre, une mauvaise nouvelle, ça plonge. Oui, alors en bonne ou mauvaise nouvelle, je pense qu'il est plutôt accroché aux différents tweets ou différentes déclarations du locataire de la Maison-Blanche. Après, est-ce que c'est des bonnes ou des mauvaises nouvelles c'est moins évident. Ce qui semble se jouer quand même, c'est que on tente à percevoir une volonté des États-Unis trouver une forme de résolution au conflit ou à la situation. La question, c'est la durée. Hein, oui, mais il y a quand même certains indicateurs. Votre confrère en parlait tout à l'heure, mais il y a quand même certains indicateurs clés. On voit le prix à la pompe aux États-Unis qui franchit le seuil des $4. C'est un seuil important. On voit aussi les emprunts, donc notamment les taux d'emprunt à 30 ans. C'est le principal, on va dire, véhicule d'emprunt hypothécaire aux États-Unis, là aussi, qui remonte et qui touche les 6,5%. Et donc les marchés, ils font quoi ? En tout cas, les actifs risqués, ils bougent au gré de ça. C'est-à-dire qu'on voit quand même des primes crédit qui se resserrent, des marchés d'actions qui s'inscrivent en hausse sur la semaine. Sur les marchés de taux, c'est moins évident parce que, même s'il devait y avoir une forme de résolution, on parle de velléité entre Oman et l'Iran pour, on va dire, réouvrir le détroit d'Ormuz avec un droit de passage. Tout ça, ça va prendre au conditionnel et voilà, c'est que des projets pour l'instant. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand même qu'il va y avoir un coût qui va être élevé. Hein. C'est-à-dire que, là aussi, je ne suis pas une boule de cristal, mais je pense qu'un navire chinois ou un navire américain payera sans doute pas le même prix pour traverser le détroit. Ça veut dire une inflation un peu plus rémanente, et donc c'est pas évident sur les marchés de taux. Et puis les banquiers centraux sont, on va dire, de plus en plus clairs sur le sujet. Plus le choc dure, moins il est probable qu'ils regardent au travers de ce choc et donc qu'on puisse avoir une forme de hausse, pas une normalisation monétaire, mais en tout cas un durcissement des politiques monétaires. Peut-être que le marché allait un peu loin sur le sujet, mais on ne peut pas écarter ce scénario-là non plus. Mabrouk Chetouane, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, cette semaine ? Voilà, on le voit, il y a beaucoup de déclarations de Donald Trump, les marchés restent un peu suspendus à la durée de la crise, finalement. Qu'est-ce qui vous a marqué au-delà de ça, vous ? Alors, les volte-face de Donald Trump, on commence à y être habitué. Le marché, effectivement, comme l'a souligné Kevin, suspendu à chacune de ces déclarations qui vont dans un sens et dans un autre, finalement, au gré des heures. Donc, ça change assez rapidement. Mais moi, ce qui me surprend, c'est surtout, ce qui me marque, c'est l'asymétrie de la réaction du marché. C'est-à-dire qu'en gros, le marché veut acheter les bonnes nouvelles. Et finalement, quand on a les mauvaises nouvelles, on s'aperçoit que les baisses sont effectivement significatives, mais pas aussi fortes que les hausses. Donc, du coup, en fait, il y a quand même cet espoir, finalement, qu'on arrive à un moment donné à une résolution, une issue. Puis j'ai presque envie de rappeler que les marchés, cyniquement, arrivent à vivre dans des conditions finalement de tension et de crise. Je rappelle juste quelque chose qui nous est bien sûr familier en Europe, c'est cette guerre qui a commencé en Ukraine et qui oppose effectivement l'Ukraine et la Russie depuis 2022. Elle dure toujours, ça n'a pas empêché les marchés effectivement de battre des records. Sauf qu'ici, on est directement concerné par les prix à la pompe. On le voit déjà, derrière, il y a le risque d'inflation, de ralentissement économique. Et l'importation aussi, parce que tous les tankers qui passent par le canal de Suez, qui sont bloqués, par exemple, qui pourraient être bloqués par les Houthis, les détroit d'Ormuz avec le pétrole, il y a quand même un risque inflationniste, en tout cas de délai. Parce que même si c'est vrai que le canal de Suez et Ormuz, je pense, c'est 700 à 900 000 $ par tanker, faire le tour par le cap de Bonne-Espérance, c'est plus ou moins le même prix si on fait le détour. Ouais. Mais il y a quand même des délais. Non, mais ça augmente effectivement les délais de livraison, ça ralentit effectivement. La chaîne d'approvisionnement va être ralentie. Cela dit, sur les pressions inflationnistes, c'est extrêmement important, entre guillemets, de rappeler 2-3 choses. C'est-à-dire qu'en gros, effectivement, on a un choc d'offres négatif lié à l'augmentation des prix à la pompe. On le voit en France, on le voit partout, effectivement. On a des statistiques qui prouvent effectivement que le choc est de quasiment la même amplitude que 2022. Cela étant,
on ne rentre pas dans cette crise avec le même niveau d'inflation qu'en 2022. On ne rentre pas dans cette crise avec une surstimulation budgétaire telle qu'on l'a vécu en 2022. Sortie de Covid, je vous rappelle que les politiques budgétaires, le robinet était ouvert et ça dépensait à tout va. On n'est plus du tout là-dedans, évidemment. On n'est plus là-dedans et en fait, c'est ça qu'il faut garder en tête et c'est pour ça que les banques centrales sont quelque part un peu en train de faire un step-up et que le marché, à mon sens, entre guillemets, va beaucoup trop loin dans son pricing de hausse de taux. Je rappelle juste, encore une fois, et ça a été parfaitement souligné, si vous ajoutez finalement une restriction monétaire à de la restriction déjà sur du pouvoir d'achat, vous accumulez les chocs de demande négatifs dans un contexte de choc d'offre négatif. Donc là, vous plongez les économies de facto dans la récession. Et encore une fois, en 2023, nous avons échappé à la récession parce que justement, on avait cette demande qui était très forte. En Europe, les chiffres ont été assez clairs. On est passé pas très loin, entre guillemets, de la correctionnelle, si je puis dire. Mais là, en l'occurrence, si jamais on en rajoute une couche, on a effectivement un problème. Donc moi, ce qui m'a surpris, finalement, c'est... pour répondre à votre question, c'est encore une fois cette asymétrie de la réaction. Et le marché a envie de s'accrocher à cet espoir que, oui, alors ok, on aura des problèmes d'inflation. Et je suis tout à fait d'accord pour dire que ce n'est pas près de disparaître. Cela dit, encore une fois, l'inflation, ça se gère. L'inflation, c'est pas forcément le pire ennemi des marchés actions. Bien au contraire, on a bien vu que dans les périodes inflationnistes, certains secteurs, effectivement, tirent leur épingle du jeu via des augmentations de marge, préservation des profits, etc. C'est pas le cas du marché obligataire. Est-ce que l'inflation, aux États-Unis, c'est vrai que le pétrole est important. En Europe, c'est plutôt les prix du gaz. Et contrairement en 2020, au niveau du conflit ukrainien, et là, ça avait joué parce que le gaz est très important pour l'inflation européenne. Pour l'instant, il n'y a pas d'impact, en fait. L'impact est réduit. Oui, mais enfin, quand même, c'est-à-dire que si je regarde nos analyses à nous chez Carmignac ou celles de la Banque Centrale Européenne qui ont été soulignées par Madame Lagarde il n'y a pas si longtemps, le choc de hausse sur les prix, il est quand même autour de plus 1,5% sur l'inflation attendue en 2026. C'est pas négligeable. On parle beaucoup du pétrole, un peu moins du gaz parce que les mouvements de prix ont été moins importants. Il n'y a pas que du pétrole et du gaz qui transitent. Il n'y a pas que du pétrole et du gaz qui transitent par Hormuz. Il y a aussi beaucoup d'autres matières premières essentielles. Il y a les engrais, il y a le kérosène pour les avions, il y a les naphtas, il y a de l'hélium. Enfin, donc c'est quand même un jeu de domino, si vous voulez, qui est assez large. Sur la réaction de marché, je ne sais pas si on peut parler de conflit. En tout cas, les marchés, il me semble, tablent quand même sur une issue assez rapide du conflit. C'est-à-dire que quand on regarde les courbes des prix futurs du pétrole, elles sont fortement inversées. Ça, c'est une chose. Et sur ce que vous soulignez, Tara, sur des tankers qui pourraient faire le tour et qui ne le font pas, peut-être aussi que certains armateurs, certains transporteurs de pétrole misent aussi sur une fin, on va dire relativement rapide, en tout cas, de la fermeture du détroit d'Ormuz, et donc qui temporise. Mais là, les assureurs ne sont toujours pas au rendez-vous parce que c'est ça le problème. Il faut d'abord la sécurité. La Lloyd a coupé directement dès le premier jour du conflit. Je crois que tout s'assure. La question, c'est à quel prix ? Après, si je puis me permettre juste un dernier commentaire sur le détroit d'Ormuz, c'est à peu près les produits pétroliers qui sortent d'Ormuz et qui vont effectivement en direction de l'Europe, c'est 4% globalement de ce qu'on utilise et 3% pour les États-Unis. C'est une problématique asiatique en fait. Oui, c'est surtout l'Asie qui est touchée. Exactement, premièrement. Et puis le parallèle, effectivement, le prix du gaz, je suis d'accord avec vous, effectivement, Tara, sur l'importance du gaz en Europe, mais rappelons encore une fois, la différence fondamentale et majeure avec 2022, c'est que c'est non seulement un choc sur les prix et un choc sur la quantité. Il n'y avait plus de gaz qui arrivait en Europe, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'énergie disponible, sauf qu'on la paye plus cher. À l'époque, l'énergie était non seulement indisponible, et on devait effectivement faire sans quasiment. Donc on avait une contrainte, une rareté de l'énergie qui contraint finalement la production, et donc là on a un choc massif qu'on ne voit pas encore aujourd'hui. C'est pour ça que le marché, finalement, est en train de se dire, ça peut encore une fois se résoudre. Et quand on regarde les métriques de volatilité implicite extraits des marchés actions, qui nous donnent un peu la température, en quelque sorte, le niveau de stress du marché, ça monte, oui, mais ce n'est pas en train effectivement de sortir complètement, on n'observe pas de sortie de route. À suivre donc selon la durée de la crise. On va passer à l'actu portefeuille. Et dans cette situation toujours de crise, Kevin Tauzet, il y a des arbitrages, j'imagine, qui sont faits dans les investissements. Il y a plutôt des titres qui sont in, d'autres qui sont out. Quels sont les arbitrages que vous avez procédés? Alors ils sont doubles, c'est-à-dire que si on regarde au niveau des portefeuilles actions, je crois qu'il est relativement pas dangereux, mais en tout cas extrêmement binaire de vouloir soit mettre un grand coup de volant côté défensif ou à l'inverse un grand coup de volant côté cyclique et essayer d'acheter des points bas, en tout cas des points plus bas. Donc ce qu'on fait, c'est plutôt un peu regarder sous la surface et essayer d'estimer qu'est-ce qui pourra remonter plus fort et plus vite une fois que
la situation se sera quelque peu normalisée, en tout cas apaisée. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a vu des marchés émergents, on va dire, bouger un petit peu de façon synchrone. On achète plutôt des actions dans des économies émergentes qui sont exportatrices nettes de matières premières, et à l'inverse, on sort des positions d'économies qui sont des importantes. Donc, par exemple, on a sorti des valeurs indiennes pour acheter des valeurs sud-américaines. Tout à fait. Il est haut, alors vous avez réduit aussi pas mal de positions. Oui, donc ça c'est un mouvement dans cette forme de tendance où on a un peu ce phénomène où le bébé est un peu jeté avec l'eau doublin, où là les marchés tirent d'abord ou vendent d'abord et posent des questions plus tard. On a vu la prolongation du mouvement fortement baissier sur des grandes valeurs technologiques. Je ne crois pas que leur rentabilité ou leur avenir sera trop remise en cause par ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc par exemple Microsoft réduit. Donc par contre on a plutôt réduit, mais on a plutôt renforcé des positions sur des valeurs qu'on n'avait pas en portefeuille, comme des valeurs comme ASML par exemple. On avait raté ce bateau-là, ce wagon-là. Donc il y a quand même des opportunités là. Le Japon aussi, c'était des marchés sur lesquels on était peu investis. Bien avec le mouvement très fort qu'il y a pu y avoir sur les actions japonaises, ça nous a permis de rentrer certaines valeurs également. Et puis il y a aussi des phénomènes, on va dire, plus spécifiques à certaines valeurs. Je pense une grande valeur européenne, EssilorLuxottica par exemple, qui a décroché de 35-40% depuis l'automne, l'hiver. Il y a de la concurrence au niveau de lunettes intelligentes, c'est ça? Oui, alors de la concurrence, aujourd'hui, c'est un marché qui est entièrement détenu par EssilorLuxottica. Ils vendent à peu près 7 millions de lunettes, ou ils vont vendre 7 millions de lunettes connectées cette année. Le marché total adressable, il devrait être une centaine de millions de paires de lunettes. Ils ne sont pas les seuls à en vendre, c'est pas très grave. Et à terme, si on a autant de lunettes connectées qu'on a d'iPhone, ce ne sera pas non plus très grave s'il y a d'autres acteurs, d'autres grands acteurs sur le secteur. Donc pour nous, c'est l'occasion de venir s'y exposer. Et au niveau des taux? Donc au niveau des taux, c'est vrai que la réaction, c'est là qu'elle était le plus forte dans la séquence, et ça c'est vrai sur la semaine dernière, c'est vrai sur le mois, c'est-à-dire que les marchés qui ont le plus réagi, ce sont les marchés taux. Donc ce que vous voyez ici, c'est l'évolution de la sensibilité au taux dans les portefeuilles que nous gérons. Donc on avait une position négative, nette, donc on était vendeur des taux. C'est vrai que dans la séquence qu'on a vue, là aussi des marchés qui estiment que la Banque centrale anglaise va passer de 2 baisses de taux à une hausse de taux, que la Banque centrale européenne va remonter ses taux 3 fois en 2026, et ça dès le mois d'avril. Je crois qu'il ne faut pas exclure le fait que des banques centrales de pays développés remontent leur taux d'intérêt dans le sillage de ce qu'on a vu, parce que le choc, il est peut-être plus que ponctuel, et on voit aussi des agents économiques qui sont plus sensibles à ces chocs d'offres, parce qu'on en a eu à peu près 4 en autant d'années. Mais par contre, le mouvement, ou en tout cas le mouvement de hausse de taux dès le mois d'avril, on a plutôt tendance à se mettre en face. Donc on a légèrement, vous voyez, remonté. Donc on est prudent, mais un peu plus confiant, et notamment sur les parties courtes des courbes de taux européens. Merci Kevin. De votre côté, Mabrouk Chetouane pour Natixis Investment. Qu'est-ce qui est in, qu'est-ce qui est out, quels sont les arbitrages auxquels vous avez procédé? Alors le premier point, c'est, et là je rejoins Kevin, il est inutile dans les temps de volatilité forte de vouloir essayer de timer le marché. C'est peine perdue. Essayer de détecter des points bas pour rentrer et bénéficier d'un momentum qui pourrait s'épuiser le lendemain par ailleurs, et on le voit, c'est peine perdue. Donc du coup, conserver ses positions, d'une part, ça c'était le message qu'on a essayé vraiment de diffuser auprès... Voir le plus long terme, le moyen terme, le plus long terme. Et fondamentalement, on le voit quand on trace finalement les courbes des indices actions, notamment aux États-Unis, quand vous restez exposé finalement. Alors oui, on voit avec le premier graphique que vous avez amené sur les marchés d'actions US. C'est ça. Donc on là, prend le SP500. Alors vous avez différents SP500. Vous avez pris le value, vous avez pris le SP500 normal. Vous avez pris l'équipondéré. Exactement. Et en fait, l'SP500 normal, tout simplement le composite, reste bien au-dessus des autres. Exactement. Donc le seul qui, c'est la courbe violette, et le seul qui est au-dessus, c'est le S&P 500 dit high beta. Donc là, vous êtes véritablement sur la partie la plus risquée en quelque sorte. C'est la plus haute volatilité. Haute volatilité, exactement. Donc là, il faut être prêt finalement à encaisser quelques secousses, si je puis dire. Mais vous constatez que la courbe, le S&P, l'indice finalement américain, eh bien, traverse les crises. Il en a déjà vu, il en verra d'autres. Et essayer de timer tout ceci, finalement, ne sert pas à grand-chose. Donc, rester finalement sur ses positions d'une part. Donc ça, c'est véritablement le message qu'on a défendu. Et je rejoins Kevin sur l'idée qu'il y a des opportunités. Quand vous regardez finalement la valorisation de certains secteurs, dont le consensus, par ailleurs, n'a pas encore finalement révisé ses projections de croissance des bénéfices. Elles sont toujours très positives, notamment sur le secteur de la tech. Et quand vous regardez sa valorisation, on a aujourd'hui finalement une décote qui est assez significative. C'est ce qu'on voit sur le deuxième graphique que vous avez montré. On voit qu'avec les price earning ratio, on voit qu'on est encore quand même pas cher finalement sur le Nasdaq.
C'est surtout très inhabituel finalement de voir cette situation. Vous voyez le petit triangle rouge qui est en dessous du losange blanc que vous voyez sur ce graphique. Alors le losange, c'est la moyenne finalement sur les 10 dernières années, et au cours finalement de l'épisode même sur les 5 dernières années, on n'a jamais vu ce triangle rouge passer en dessous. C'est très inhabituel, surtout dans un contexte où les autres marchés sont en train de voir leur valorisation se réapprécier. Donc là, finalement, et quand on compare, si on pousse la comparaison encore plus loin, c'est-à-dire quand on compare la valorisation finalement de la tech américaine versus tech européenne, alors il faut faire quelques ajustements parce qu'il y a plein de choses finalement assez différentes, mais fondamentalement, les deux secteurs se valent en termes de valorisation. Et surtout quand on voit effectivement l'immense, on va dire, dépense d'investissement en capex dont on effectivement questionne par ailleurs la pertinence et surtout la capacité à convertir ça en revenus, eh bien il y a quand même un monde entre les dépenses d'investissement européennes et du secteur de la tech européenne et les dépenses d'investissement du secteur de la tech américaine. C'était une semaine qu'on a vécue, on n'a pas oublié de parler, mais avec une volatilité élevée. D'ailleurs, c'était la semaine des actions à bêta élevé cette semaine-ci, avec des forts mouvements. Oui, alors c'est vrai que sur les mouvements, il y a quand même eu ce phénomène de désinvestissement extrêmement massif. On voyait, dans des grands indices mondiaux, par exemple, il y avait seuls 20% en termes de valeur qui traitaient au-dessus de leur moyenne mobile de 1 mois, donc en gros au-dessus de leur cours du mois. Ça arrive assez peu souvent, donc on commence à voir quand même. Là aussi, si on regarde un peu sous la surface, on commence à voir, notamment sur la semaine, certaines valeurs dans le secteur technologique qui commencent à repartir, notamment tout ce qui est lié à la bulle SpaceX. Et sur le secteur technologique, il y a quand même, Marwan soulignait Mabrouk soulignait faisait un parallèle entre la technologie européenne et la technologie américaine. Le secteur technologique américain, en termes de ratio coût-bénéfice, est sur le même niveau que le secteur de la consommation de base. Ce n'est pas tout à fait les mêmes marges et pas tout à fait les mêmes perspectives de croissance. Et c'est un euphémisme. Et sur la partie obligataire, si je puis me permettre, là, il y a quand même quelque chose aussi qui a attiré notre attention. C'est, bien évidemment, on était à la recherche de cette valeur refuge. C'était un peu la problématique, finalement, un peu du moment. Et on s'est rendu compte, et on l'a tous vu, que l'obligataire souverain, finalement, se faisait un petit peu bousculer. En revanche, la partie dette d'entreprise, la mieux notée, la plus qualitative, donc ce qu'on appelle l'investment grade, en revanche, elle a beaucoup mieux résisté. Donc elle a absorbé une partie du choc, et finalement, en termes de diversification, songer finalement à utiliser cette classe d'actifs fait complètement sens, notamment dans des périodes effectivement de volatilité un peu plus accrue. Merci à tous les deux. Tara, vous voulez nous parler de futures introductions en bourse à épingler? Il y a des grandes sociétés qui vont arriver en bourse. Initial Public Offering, ce sera à mon avis l'année avec les plus grosses introductions en bourse depuis très 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 longtemps. Alors c'est incontesté, SpaceX, on en parle parce qu'hier évidemment il y a eu le lancement avec Artemis 2. Il faut savoir que Elon Musk a déposé son formulaire S1 auprès de la SEC, c'est le gendarme de la bourse américaine. Normalement, la petite histoire dit que pour ses 55e anniversaire du milliardaire, le 28 juin, on fêtera peut-être l'introduction en bourse de son chouchou, son bébé, SpaceX. Il devrait lever jusqu'à 75 milliards de dollars. L'entreprise serait valorisée 1250 à 1750 milliards de dollars, ce qui en ferait à terme, évidemment, le premier trillionnaire au monde. Cette entreprise pèse beaucoup plus que Tesla, évidemment. Record absolu, on le vend ça bien loin devant les 29 milliards de Saudi Aramco. Derrière, on s'attend aussi également à l'introduction en bourse de OpenAI. La différence entre les deux, c'est que SpaceX va très vite devenir rentable. OpenAI, ce n'est pas du tout le cas. S'ils ne s'introduisent pas en bourse d'ici peu, eh bien normalement, ils risquent d'aller en faillite d'ici 2029-2030. Dernière IPO dont je voulais parler également, qui nous touche plus proche de nous, Carglass, qu'on connaît tous, parce qu'un des actionnaires majoritaires de Belron, la maison mère. Au-dessus, il y a le holding belge D'Ieteren. Et en fait, là, on pourrait voir une introduction d'ici fin 2026 pour environ 32 milliards d'euros de valorisation. Ensuite, on parle également d'introduction en bourse de Revolut éventuellement, de Vinted et de Flix, la maison mère de Flixbus. Alors, on peut y participer évidemment. Pas oublier que ces grosses introductions en bourse, vous les retrouvez dans tous les portefeuilles. SpaceX et OpenAI, c'est sûr. Belron également. On peut participer indirectement en étant actionnaire de Microsoft, qui est actionnaire majoritaire de OpenAI, ou de D'Ieteren, actionnaire majoritaire de Belron. Donc à surveiller. Merci Tara. Et pour approfondir le sujet, vous signez un papier dans Forbes Belgique dès demain. Exactement. Ouais. On marque une petite pause et puis on parle du salami. Craque-t-on en face d'une chute des bourses tranche par tranche? On l'évoque juste après ceci avec nos experts.
Depuis le début du conflit au Moyen-Orient, les bourses mondiales ne s'effondrent pas d'un coup, elles se font découper quelque part tranche après tranche. C'est ce qu'on appelle un salami crack. Et oui, une baisse lente, progressive, insidieuse qui érode les portefeuilles jour après jour sans déclencher de panique immédiate. Moins spectaculaire qu'un crack classique, mais tout aussi dangereux quelque part. Alors l'or, les mines d'or qui baissent fortement, les valeurs tech et de croissance qui souffrent aussi. Le dollar, les obligations, seront-ils les nouveaux refuges? Comment réagir? Faut-il acheter, attendre, faire le dos rond? Quels actifs protéger? On va en débattre avec nos experts en plateau. Mais tout d'abord, Tara, vous voulez nous donner quelques chiffres, le contexte aussi, notamment une pénurie de pétrole dans cette crise qui arrive. Oui, alors il y avait une carte qui est partie dans les grands médias français, sourcée par JP Morgan, sur l'arrêt des livraisons dans certains pays. On va commencer, la pénurie commence en tout cas en Asie, ça a déjà commencé le 1er avril. Il faut savoir que par exemple l'Indonésie, juste à titre d'information, 284 millions d'habitants, le rationnement ont déjà commencé. Il faut savoir qu'on a décidé de limiter la vente de carburant. Ils ont même décrété un jour de télétravail par semaine pour les fonctionnaires dès le vendredi. On voit qu'on est au bord de la rupture du stock pétrolier dans pas mal de pays. Ce sera surtout le Japon, la Chine, l'Indonésie, donc l'Asie qui souffre fortement de ça. Peter, on l'a dit, en Europe, on est moins touché, mais ce sont les prix, évidemment, qui flambent. Ce seront les prix, les délais dans la chaîne d'approvisionnement, puisque 80 à 90% de tout ce que nous touchons, nous mangeons, passe par l'Asie, par la Chine, que ce soit le saumon qui part là-bas, congelé, découpé, puis renvoyé en Europe, au téléphone, aux meubles, tout ce que vous voulez, les vêtements, viennent tous de ce côté-là de la planète. Et donc, on sera directement impacté. Les marchés, pour l'instant, évidemment, à chaque fois, au gré des tweets et des annonces du président américain et des événements au Moyen-Orient, ont chaque fois cru à une bonne parole et à une résolution du conflit, mais on voit finalement qu'on n'arrive pas à la fin. Encore hier, finalement, encore mercredi, milieu de semaine, les marchés avaient rebondi. Avec quelquefois même, on parle également de délit d'initié, peut-être pour certaines valeurs ou certains actifs, comme le pétrole, on en parlera plus tard, mais il y a vraiment des mouvements très spécifiques et on voit que c'est quand même chaque fois du court terme. D'ailleurs, pour ça qu'on parle de cette semaine, on avait parlé des actions à bêta élevé, beaucoup de volatilité dans les marchés et on n'est toujours pas prêt de voir à la fin le bout du tunnel. Même si Donald Trump a annoncé que pour lui, il se retirerait du jeu d'ici 2 à 3 semaines et il laisserait les alliés s'occuper de leurs problèmes, parce que pour lui, c'est leur problème, alors que c'est lui qui a commencé. C'est un problème mondial, finalement. Oui. C'est ce que Peter Tichman a également dit. Il a dit, finalement, on est tous touchés, tous impactés, finalement, par ça. Ouais. Kevin Tauzet, c'est vrai, avant de parler du salami crack en tant que tel, la situation, finalement, elle commence déjà à avoir des répercussions en Asie, en Indonésie. C'est déjà quelque part du concret. Ah oui, c'est déjà une réalité. Enfin, pour rappel, ça a vécu, on l'a vécu nous-mêmes ici, pas très loin de cette belle ville de Bruxelles, en 2022, avec des formes de rationnement, limitation de la production industrielle en Allemagne. Est-ce qu'on va vers ça? Est-ce qu'on va vers des rationnements? Je crois que c'est tout à fait le risque, on va dire, si le conflit perdure. Et c'est peut-être là aussi que vient l'espoir, c'est-à-dire que quand on a des chaînes de valeur qui sont extrêmement internationalisées et auxquelles sont exposés, évidemment, pour exactement, et auxquelles sont exposés les États-Unis, eh bien c'est peut-être de là que viendra le salut. Donc voilà, c'est un élément. Sur ce que vous disiez, là aussi, si on regarde un peu des implications à long terme, il y a peut-être un grand gagnant de ça, ou en tout cas relativement moins pardon de ça, c'est la Chine, parce que la Chine a quand même refait beaucoup de stocks en amont de la crise, et ce qui n'est plus fait ou moins fait, ce qui sera moins fait au Vietnam et en Thaïlande, qui sont devenus des concurrents de la Chine dans le sillage des tarifs douaniers, peut-être que la Chine reprendra des parts de marché. Donc c'est peut-être un enseignement à plus long terme. Le graphique que vous avez amené sur un choc d'offres vers un choc de demande, où on fait un parallélisme avec les précédents guerres du Golfe, 1 et 2, avec le problème de Yom Kippour également, la révolution iranienne, le problème en Ukraine.
On voit que là, pour l'instant, la ligne noire, c'est la guerre du Golfe numéro 3, l'actuelle. On est au tout début. Ouais. On est même pas, on est à 4 semaines, 5 semaines. Ouais. Comment est-ce qu'on voit le risque évoluer? C'était dans cette idée donc d'illustrer ce fameux salami crash auquel vous faisiez allusion, c'est-à-dire que quand on essaie de regarder voilà, sur 50-60 dernières années sur des chocs d'offres importants, bien ce qu'on voit, c'est qu'il semble se dessiner quand même une forme de tendance qu'on regarde et sur les actions en termes de prix et sur les taux courts là en termes de taux d'intérêt. Et il y a une première phase où clairement c'est ce choc d'offres. Hein. Donc on a essentiellement une crise qui se diffuse par le truchement de l'inflation, des marchés d'actions qui avancent quand même plutôt, on va dire, aller en ordre dispersé, mais pas de vente massive. Et puis après, voilà, au bout de 3-4 semaines, on passe dans cette deuxième phase un peu plus incertaine, où la probabilité bien que ce choc d'offres, in fine, se transforme en choc de demande, augmente. Hein, donc on est là-dedans et puis après passer 9 semaines, après 2 mois. Exactement. La probabilité là que ça se transforme en vrai crash sur les marchés d'actions augmente fortement. C'est vrai aussi sur les marchés de taux, c'est-à-dire que c'est un peu à l'instar de ce que je disais tout à l'heure, que voilà, la hausse sur les taux courts aujourd'hui, elle reflète essentiellement ce choc d'inflation, beaucoup moins ces possibles grèvements de la croissance économique. Et ça aussi dans une situation où, encore une fois, voilà, sur le graphique, on montrait que les taux d'intérêt ont beaucoup plus réagi que les actions. C'est le cas là aussi. Là aussi sur cette idée que 2026 et 2022, j'en suis pas convaincu. Le niveau de politique monétaire est pas le même. On a une politique qui est plutôt dure, ou en tout cas ou neutre. Des niveaux d'épargne, Mabrouk en a parlé, c'est le cas aussi. Et puis des gouvernements qui ont quand même sans doute moins les coups des franches pour venir aider et mettre en place ces boucliers tarifaires, parce que les déficits se sont creusés et les taux sont remontés, donc le coût de la dette est plus important. Ça c'est le point le plus important, je pense, qui n'a pas été fait, qui a un peu passé sous les écrans radars des marchés. C'est que tout le monde dit qu'effectivement les taux évoluent au gré de l'inflation, au gré finalement des postures de politique monétaire. Il y a quand même un troisième facteur qu'on a identifié finalement, notamment en regardant la chronique des taux réels, c'est-à-dire quand on déflate un peu tout ça, quand on retire justement la composante d'inflation, c'est l'équilibre épargne-investissement des États. C'est-à-dire qu'en gros aujourd'hui la question centrale des marchés, c'est vont-ils de nouveau utiliser l'arme budgétaire pour mettre le couvercle effectivement sur les risques inflationnistes qu'engendrent justement ces pénuries, cet équilibre de rationnement, etc. Et en fait aujourd'hui quand on regarde la dynamique des taux, une des raisons pour laquelle elle ne se passe, c'est que du coup vous avez toujours ce risque de voir un dérapage des finances publiques avec, vous le soulignez, pas du tout les mêmes situations. On avait encore un peu de marge finalement. L'endettement est plus important, quoi. Pardon ? L'endettement est beaucoup plus important. Absolument. Donc on n'a pas du tout finalement les mêmes ratios dette sur PIB, on n'a pas du tout les mêmes déficits. En France, effectivement, on est dans des situations qui sont encore très complexes, avec un déficit qui dépasse encore les 5%. Donc on n'a pas en fait finalement cette marge de manœuvre. Et puis les équilibres de rationnement, c'est hyper important finalement de les mentionner. Vous le rappelez effectivement, Kevin, en 2020, on les a tous plus ou moins vécus. 2022 également, on les a vécus. Donc ce sont des choses qui ponctuent l'économie et qui introduisent de plus en plus de volatilité. Et donc ça, fondamentalement, c'est problématique du point de vue de la construction de portefeuille. Il faut effectivement essayer de passer au travers. Et c'est pour ça que je reviens sur ma vieille thématique banque centrale. Encore une fois, c'est pas le moment de surréagir, y compris pour les banques centrales. Alors, les analystes et certainement l'Agence internationale de l'énergie qui prévoit un mois d'avril très compliqué sur les marchés de l'énergie. Alors, mais cela dit, on oublie quand même qu'il y a les réserves stratégiques qui ont été mobilisées par une quarantaine de pays. On a 400 millions de barils jour. Kevin le rappelait, la Chine a effectué, entre guillemets, a mis de côté, si je puis dire, du pétrole de manière tout à fait substantielle. Et c'est ce qu'on voit sur votre graphique d'anticipation du prix du marché pour le pétrole. Premier graphique que vous avez amené, les anticipations, en fait, devraient descendre. En fait, le marché pense qu'on devrait redescendre sous des 100 $. Alors, en fait, ce graphique, ce qu'il faut voir, c'est surtout la courbe rouge. Bon, c'est très facile à voir parce qu'elle est au-dessus de toutes les autres. Et donc, globalement, ici, ça, c'est l'anticipation trimestre par trimestre du marché sur les prix du baril. Et en fait, il y a un seuil de douleur, entre guillemets, que le marché est capable d'accepter, c'est 80. À 80, globalement, on se dit que ça passe. C'est-à-dire qu'en gros, les économies importatrices sont en difficulté, mais ça tient, et les économies exportatrices, finalement, sont très contentes d'exporter à ce prix-là. Donc le problème, c'est quand on regarde cette courbe rouge, à quel moment revient-on à 80 ? Et c'est là où justement le bas blesse, c'est qu'on a effectivement un retour à 80 qui n'est pas avant, effectivement, dans 5 trimestres, ce qui veut dire à peu près mi-2027. Donc ça veut dire que pour le marché... on ne revient pas, évidemment, au prix du début de la crise, quoi, autour des $60. Alors, $60, effectivement, c'est
a priori pas atteignable. Mais quand vous regardez juste la seule journée d'avant-hier, encore une fois, on regardait effectivement ces mêmes courbes, on était finalement, avec l'euphorie effectivement de l'annonce de M. Trump, revenu déjà assez rapidement, d'ici la fin de l'année, à $80. Donc ça va tellement vite, effectivement, qu'il est difficile de se faire une opinion sur quelle sera la trajectoire des coûts de l'énergie d'ici à la fin de l'année, et ce qui plonge effectivement le marché, les investisseurs, les entreprises dans une forme d'incertitude. Du coup, est-ce qu'on est aujourd'hui dans une situation, un scénario de salami-crack, tranche par tranche, voilà. Alors, la crise larvée, ou la crise séquentielle, ou la crise salami, si je puis dire, le crack salami, pour moi, c'est encore une autre chose. C'est-à-dire qu'en gros, là, on n'a pas assez de recul déjà pour caractériser la situation. Oui, ça fait qu'un mois, quoi. Ça fait qu'un mois. C'est pas assez, globalement. Qui était globalement, finalement, baissier. Hein. C'est le pire mois depuis 4 ans. En bourse. Absolument. Depuis le mois de mars 2026, c'est le pire mois qu'on a eu depuis 4 ans. Le mois d'avril, déjà 2025, a été quand même aussi sacrément costaud, si je puis dire, pour les investisseurs avec Liberation Day. Mais salami crack, pour moi, ça évoque surtout autre chose. Enfin, cette crise larvée où les marchés descendent de manière insidieuse, comme vous l'avez souligné, ça correspond surtout à une crise de système. Donc la crise systémique, la dernière fois qu'on a vu ça, c'était quand même 2008. Parce que globalement, quand on regarde fondamentalement Liberation Day, ça a pris très exactement 2 mois. Mars-avril, après, c'était réglé. Trump a abdiqué, si je puis dire, et les marchés sont repartis en ligne droite. Donc, et si on rajoute le problème de la dette privée, parce qu'il y a encore, justement, cette petite cerise sur le gâteau, parce que Hormuz, la dette privée, la dette d'État, enfin tout ça en plus. Alors, la dette d'État... Le cocktail pourrait être explosif. La dette d'État, pour moi, n'est pas un problème. Donc, aux États-Unis, c'est pas un problème, et en Europe, c'est pas un problème. Parce que il y a quand même le mur de la dette qui arrive, bientôt pour les États-Unis qui doivent rembourser. Oui. Faire un rollover avec les taux élevés, ça va coûter très cher. Avec les taux élevés, si les taux américains restent élevés, on oublie que 80% de la dette de l'État sera remboursée d'ici. En tout cas, c'est du très court. On va être relancé parce qu'ils vivent à crédit quasiment. Oui. D'ici 2026, 2027, 2028. On avait 3 quarts de la dette d'État qui sera... Vous avez un montant pharaonique déjà. C'est quasiment... vu qu'ils s'endettent finalement sur du très court, mécaniquement, tout de suite, vous avez des contraintes finalement sur le remboursement du principal et des intérêts. Ça reste encore une valeur refuge ? Alors, on l'a vu avec ça, c'est la vraie question. C'est les taux finalement ont fluctué au gré finalement de ces tensions qui animaient la politique monétaire, l'inflation et le risque effectivement d'envoler de déficit budgétaire. Mais quand on regarde l'évolution du dollar, globalement, alors il ne s'est pas apprécié de manière substantielle. Il s'est apprécié de manière relativement contenue. Ce qui veut dire que globalement, il a joué son rôle d'amortisseur, mais pas tant. Pas tant autant finalement que le choc l'induirait. Et par ailleurs, finalement, quand on regarde d'autres valeurs refuges, typiquement, moi je pense effectivement au franc suisse, ça par contre, effectivement, ça a quand même marché, ça a fonctionné. Donc la crise larvée, pour répondre à votre dette, la question sur la dette privée notamment, qui est importante, est-ce que c'est de nature systémique ? C'est toujours comme ça qu'il faut se poser, à mon sens, pour pouvoir répondre à cette question. Est-ce qu'il s'agit effectivement d'une crise de système ou d'une crise effectivement qui peut être absorbée par les marchés ? Le parallèle avec 2008 me semble effectivement un peu audacieux. On avait une crise sur le financement de l'économie, une crise de système. Là, c'est pas encore le cas. Donc je pense que nos économies peuvent absorber. Le salami crack, c'est pénible, mais on va pouvoir effectivement, d'après nous, l'absorber. Kevin Tauzet, est-ce qu'on va vraiment l'absorber ? Qu'est-ce qui pourrait transformer la situation actuelle en vrai salami crack finalement ? Je crois que la réponse était dans les graphiques. Le marché dit on va y arriver. Voilà, c'est un peu la séquence à laquelle il s'est habitué. C'est qu'en fait, le marché est résilient, sur les 10-15 dernières années, il fallait toujours acheter les mouvements baissiers. Est-ce que ça va se reproduire demain ? L'histoire, elle se répète pas toujours. Il y a quand même des séquences sur lesquelles ça peut continuer, ou en tout cas on peut avoir quand même une forme de cercle un peu vicieux qui se met en place, c'est-à-dire que la hausse du prix de l'énergie aux États-Unis, ça vient faire quoi avec un baril à $90 ? Ça vient déjà effacer l'intégralité des mesures de remboursement d'impôts, de crédit d'impôt qui sont octroyées aux ménages américains. C'est $800 à $1000 par ménage moyen. C'est pas rien. Ça, c'est déjà... si on reste sur ces niveaux-là, c'est déjà sorti. Donc, vous venez gréver une partie des ménages américains qui consomment moins que les plus riches, mais quand même. Deuxième élément, si vous commencez à avoir des marchés d'actifs risqués qui commencent à baisser fortement, vous venez taper dans quoi ? Vous venez faire mal à l'effet richesse. Donc ça, c'est des Américains qui sont moins nombreux, mais qui consomment beaucoup plus. Donc c'est quand même potentiellement un facteur de risque. On parle ensuite de la dette privée. Il y a quand même beaucoup d'agents économiques qui se sont endettés sur des taux variables, notamment dans ces fonds de crédit privé. Eh bien, si on a des taux d'intérêt qui sont élevés, voire plus élevés pour plus longtemps, ça peut aussi être un facteur d'amplification de stress. Donc ça peut être une deuxième séquence. Et après, encore une fois, il y en a une troisième.
deuxième, qui est que le conflit actuel au Moyen-Orient, je veux dire, bien malin, qui sait, est-ce qu'on ne peut pas aller vers une nouvelle étape, encore un peu plus compliquée, que sais-je, des troupes américaines sur le sol iranien, et j'en passe. Donc, on ne peut pas écarter tous ces scénarios-là, je crois. Donc, aujourd'hui, on n'y est pas. On illustre ici cette échelle de l'escalade. Alors, voilà, je ne veux pas être anxiogène, mais en gros, aujourd'hui, on a vu quand même les 2 premières marches. On termine en gros par éventuellement pire des frappes nucléaires. En tout cas, quand on entend, c'est la menace de M. Trump, hein, c'est pas moi qui l'invente, et les Iraniens qui disent qu'ils vont aller faire l'équivalent de ça, c'est-à-dire aller attaquer les usines de dessalement en Arabie Saoudite ou dans la région. Donc il y a quand même potentiellement, on peut voir un chemin où le conflit prend de l'ampleur. Et donc, encore une fois, aujourd'hui on n'y est pas, mais certaines étapes peuvent nous y conduire. Un vœu pieux de ma part, j'espère qu'on n'ira pas, mais ça dépend pas de moi. Et ensuite, sur Mabrouk parlait de la semaine de la libération, il y a quand même un élément fondamental, c'est que sur la semaine ou le jour de la libération, on va dire la décision de mettre ou de ne pas mettre en place des ordres exécutifs pour mettre en place des tarifs douaniers, ça tenait globalement à une seule personne qui était M. Trump. Aujourd'hui, la décision de mettre un terme au conflit iranien, ça ne dépend pas que des États-Unis, ça dépend aussi d'Israël, ça dépend aussi de l'Iran, et donc on ne peut pas avoir un volte-face aussi rapide et une forme de retour à la case départ. Une situation de crise à suivre, bien sûr. On va voir si la géopolitique a aussi, bien sûr, des effets sur les cryptos tout de suite. Et du côté des crypto-monnaies, cette semaine, la baisse est lente mais réelle. Voici toute l'actu des cryptos en 2 minutes. Le Bitcoin peine toujours à sortir de la zone des 65-68 000 $ depuis plusieurs semaines maintenant. Cette stagnation met à mal les mineurs qui font face à des coûts énergétiques élevés et à une rentabilité en berne. Selon certains analystes, ils perdraient en moyenne près de 17 à 20 000 $ par Bitcoin produit. Conséquence, les ventes s'accélèrent. Le géant américain Riot Platforms a notamment écoulé 500 Bitcoins, environ 34 millions de $ récemment, visibles sur les données on-chain. Beaucoup de mineurs réorientent même une partie de leurs activités vers l'intelligence artificielle, et jugée plus rentable et prévisible. Mais ce qui est une mauvaise nouvelle pour les mineurs en devient une opportunité pour d'autres, les Digital Asset Treasuries. La société japonaise Metaplanet a ainsi acheté plus de 5000 bitcoins au cours du premier trimestre, à un prix moyen autour de 78 500 et un peu moins de 80 000 $, portant son trésor à plus de 40 000 bitcoins. De son côté, Strategy a repris ses achats après une courte pause avec plus de 1300 bitcoins supplémentaires. Les gros accumulateurs profitent donc des baisses pour renforcer leur position. On va parler de l'Ethereum. L'écosystème souffre depuis longtemps de fragmentation avec des interactions compliquées entre les chaînes. Une solution ambitieuse a été dévoilée cette semaine à Cannes. L'Ethereum Economic Zone, porté par Gnosis ou ZISC, est financé par la fondation Ethereum. L'idée, c'est de créer une zone économique qui permet d'être opérable natif et une composante synchrone entre Ether, Mainnet et les layers de participants. Grâce à des roll-ups certifiés Zero Knowledge, une transaction pourrait s'exécuter sur plusieurs blockchains en une seule opération. Cela donne l'impression d'utiliser une seule blockchain fluide, un projet qui rappelle l'IBC de Cosmos mais adapté à une puissance d'Ethereum. Une avancée majeure si elle se concrétise d'ici les prochaines années. Cette semaine, Tezos a lancé Metals.io, une application web dédiée à l'investissement et au trading de métaux rares et stratégiques tokenisés. Développée par l'équipe de recherche et développement Trilitech à Londres, cette plateforme donne accès à des actifs du monde réel directement sur la blockchain Tezos, uranium tokenisé, or physique stocké au Liechtenstein et surtout le token rare qui offre une exposition à un panier de 5 métaux stratégiques essentiels à la tech et à l'IA. Grâce à la technologie Smart Rollup de Tezos, les transactions sont quasiment instantanées, un avantage décisif pour les traders sur ces marchés volatiles. L'application vise à démocratiser l'accès à ces matières premières critiques, autrefois réservées aux institutionnels, en les amenant sur les rails numériques modernes, un beau cas d'usage concret où blockchain et finances traditionnelles se rencontrent pour moderniser le trading de commodities.
Et voilà pour l'essentiel de l'actu crypto. Tara, on rappelle que plus que jamais, dans cette situation géopolitique compliquée, ça reste des actifs difficiles. Oui, alors c'est un marché qui semble reprendre des couleurs, mais évidemment, c'est les actifs les plus risqués. En général, un problème, dès qu'il y a des crises, c'est les actifs les plus risqués qu'on sort du portefeuille ou c'est ceux sur lesquels on gagne le plus. Donc les gens ont vendu de l'or parce que c'est là-dessus qu'ils gagnent le plus depuis 2 ans, et puis alors surtout les cryptos. Alors même si on a vu que les institutionnels continuent à investir, il faut savoir que du côté des particuliers qui pèsent pas mal sur le marché, eh bien les institutionnels ne sont pas assez forts. Malgré tout, le Bitcoin reste entre 65 et 68 000 dollars. On voit également que l'Ethereum se maintient aux alentours des 2000. Le BNB et le Solana sont également à la peine, même si ça se maintient. Le marché en général, depuis le début du conflit, a baissé. On a encore perdu 3% capitalisation totale cette semaine sur les cryptos. Donc attention, le Bitcoin reste sous pression d'après Bloomberg. Eh bien, on marque une petite pause et on revient avec vos questions à nos spécialistes. À tout de suite. Nous sommes de retour avec vos questions à nos spécialistes en plateau. Une question envoyée à parlonscash@email.com. Une question pour vous, Kevin. On a assisté dans la nuit de mercredi à jeudi au lancement de Artemis 2 avec à terme l'objectif d'avoir des fusées totalement réutilisables et des centres de données orbitaux. Seront-ils une alternative rentable un jour ou resteront-ils un fantasme technologique? Qu'en pensez-vous en tant qu'investisseur, nous demande Christian de Herstal. Alors, c'est une question un peu à tiroir quand même. Alors, la première question, c'est est-ce que c'est faisable? Oui. Voilà, ça concerne la conquête de l'espace. Ouais. Donc alors, la conquête de l'espace, je ne sais pas, mais en tout cas, envoyer ce qui ressemble à une puissance de calcul, donc à un centre de données dans l'espace, c'est faisable. Ça a été fait par une entreprise qui s'appelle StarCloud, qui a fait ça avec NVIDIA. Alors, pas à l'échelle d'un centre de données à ce moment-là, mais en tout cas, c'est du domaine du possible. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on sera susceptible de voir à un moment dans le temps? Mais je crois qu'on Tara parlait de SpaceX tout à l'heure. SpaceX, en début d'année, a fait une demande auprès des autorités compétentes. C'est le formulaire qu'on va voir juste après, là. Oui, exactement. Donc, on a trouvé un extrait du formulaire pour déployer ce formulaire-là exactement 1 million de satellites en vue d'envoyer des... C'est énorme. En vue d'envoyer justement des centres de données dans l'espace. Alors, voilà, SpaceX qui a déjà beaucoup de satellites, 1 million, c'est énorme. Encore hypothétique, mais l'idée c'est qu'il y a un déploiement entre 2026 et 2027, ça commence à être opérationnel, on va dire 1 an après ça, et puis commercialisable ensuite. Donc ça c'est sur les différents projets, il n'y a pas que SpaceX qui est impliqué, Google. Il y a Jeff Bezos qui se lance aussi avec Amazon. Exactement, Amazon, Google, et toutes les grandes stars de la tech américaine sont sur le coup. Donc c'est une opportunité en tant qu'investisseur? Alors pour l'instant non, c'est-à-dire que la deuxième question c'est est-ce que c'est rentable? Et la réponse c'est pour l'instant non. Pourquoi? Parce qu'il faut descendre les coûts de lancement, c'est ça? C'est-à-dire que voilà, envoyer 1 kilo dans l'espace, ça coûte à peu près 2000 $. Donc voilà, si on regarde à l'échelle d'un centre de données, ça met le coût d'un centre... 2000 $ par kilo? Par kilo, ouais. Et donc ça met le coût d'un centre de données dans l'espace ça deviendrait entre 50 et 100 milliards. Donc aujourd'hui, c'est on va dire 2 à 3 fois plus cher que ce que ça coûte pour construire ça. Il n'y a pas d'autres coûts qui seraient maîtrisés au niveau de l'énergie? Il y aurait une forme d'économie d'énergie, et l'énergie c'est important, c'est-à-dire que c'est surtout que on va dire le coût du refroidissement d'un centre de données sur Terre, ça représente à peu près 50% des coûts de consommation énergique du dit centre de données. Et donc, on sait que sur Terre on est étranglé. Les carnets de commandes sont pleins, on sera limité. Donc c'est quand même une solution. Donc ça peut être une solution, et donc à la question de est-ce que ça peut être rentable, eh bien il faut faire quoi pour que ce soit rentable? Il faut baisser le coût moyen d'envoyer 1 kilo dans l'espace, et ça il y a une personne qui dit qu'il va le faire, et il va fêter, vous disiez, son 55e anniversaire bientôt, c'est Elon Musk qui dit qu'il pourra envoyer 1 kilo dans l'espace pour à peu près 300 $, auquel cas ça rendrait la construction de centres de données dans l'espace possible. Alors il y a quand même un certain nombre de caveats, c'est-à-dire qu'il y a quand même des radiations dans l'espace, c'est pas une température qui est constante, si vous êtes on va dire du bon côté ou de l'autre côté de la Lune, comme disait Pink Floyd, il fait pas tout à fait la même température. S'il y a un problème, il faut aussi pouvoir aller les réparer, ce qui est pas non plus évident. Ça reste un vrai défi. Ça reste un vrai défi, mais c'est un défi qui est envisagé concrètement. L'Internet par satellite fonctionne déjà très très bien.
On l'a vu en Ukraine, dans les conflits. Tout à fait. Et une dans solution les régions africaines, ça fonctionne très bien. On sait faire transiter des données de l'orbite, en tout cas de l'espace, vers la Terre. Il y a quand même, encore une fois, pas cher déjà. Une infrastructure à mettre en place, mais il y a déjà des gens qui y travaillent. Donc à suivre, bien sûr, on passe au chiffre du jour. Et ce soir, c'est vous, Mabrouk Chetouane, qui décortiquez ce chiffre du jour. 1500, ça correspond à quoi? Expliquez-nous. Alors 1500, alors je vais être moins original que Kevin, donc moins futuriste, certainement. Moins futuriste, beaucoup plus terre à terre. On va juste regarder ce qui se passe pour le mois prochain, si je puis dire, en Europe, avec notamment la question qui est sous-jacente à tout ce qu'on avait dit par ailleurs, c'est celle du prix du diesel, puisque le diesel, fondamentalement, on a beau effectivement conduire des voitures électriques ou des voitures hybrides, ça intéresse etc. tout le monde, Mais le problème, c'est que le diesel, c'est ce qui nourrit encore les camions qui transportent à peu près toutes les marchandises finalement qui sont en Europe et qui donc mécaniquement, à un moment donné, on va s'intéresser à ce prix du diesel et notamment comment les marchés finalement price, pardonnez-moi cet anglicisme, l'évolution de ce prix du diesel et le sous-jacent, encore une fois, c'est tout ce qui arrive en Europe par les différents grands ports européens, Anvers, Rotterdam, etc. Et on voit effectivement que la crise qu'on traverse, le conflit qui affecte le Moyen-Orient est équivalent, voire même beaucoup plus puissant en termes finalement d'amplitude de variation finalement que 2022, que la crise, la guerre qui traverse encore l'Ukraine par ailleurs. Donc, pourtant, Trump dit qu'il n'y a pas de problème de pétrole. Alors, Trump dit qu'il n'y a pas de problème de pétrole chez lui. Donc, il ne précise pas effectivement cette petite finalement note de bas de page, si je puis dire, puisque malgré un gallon à $4. Alors non, parce que ce sont les premiers producteurs de pétrole au monde. Donc en fait, il dit que c'est temporaire, les prix à la pompe, voilà. Oui, alors il n'est pas maître en fait des prix à la pompe, mais bon, globalement, il peut en fait à un moment donné, c'est la crainte. Je reviens finalement, on radote les économistes, donc il peut décréter à un moment donné mettre un petit couvercle budgétaire là-dessus. C'est ce que certains gouvernements en Europe ont déjà déclaré. On va effectivement temporairement blocage des prix comme en France, ou voilà, on va mettre 20 centimes sur le diesel. Inversé en Belgique. Exactement, pour pouvoir justement contrôler, mais surtout c'est qu'il ne s'agit pas de répliquer les erreurs de 2022. Et donc il nous reste moins d'une minute, 1500. Donc 1500, c'est finalement la dernière fois qu'on a vu le pic était à 1522, c'était au lendemain finalement de la guerre qui a 1522 quoi 1522, mais en fait c'est le prix en fait du tonnage de diesel en fait que vous payez. Donc la métrique, je crois que ce sont des dollars, me semble-t-il, ou des milliers de dollars. Et donc du coup, in fine, en fait, ce qui compte à chaque fois, c'est la dynamique. La dynamique a été d'une violence inouïe, qui fait dire que fondamentalement, si on ne fait rien et si le conflit ne s'arrête pas, les conséquences seront finalement bien plus grandes et bien plus délétères sur nos économies. Donc encore une fois, le risque est présent, le risque est majeur, et on le voit finalement, on risque de le voir de manière assez significative rapidement. Toute la question, et ça a été souligné au cours de ce plateau, c'est la question de la durée du conflit. Et là, globalement, on peut jeter une pièce en l'air. On ne sait pas effectivement de quelle manière ça va se terminer, ni même avec quelle duration finalement ce conflit va nous impacter. Mais c'est toute la question. C'est toute la question, évidemment. Merci beaucoup, Mabrouk, Kevin, Tara, d'avoir participé à cette émission que vous pouvez revoir tout au long du week-end, mais aussi sur notre site internet ln24.be. Et sur YouTube, on se retrouve la semaine prochaine pour l'analyse bien sûr des marchés et du business.